J'accueille Saïd. Bienvenue Saïd. Bonjour Guilhem. Saïd Amouche, président de la Fondation Mosaïque. Alors justement, je te propose de nous expliquer un petit peu la Fondation Mosaïque. C'est quoi, elle a quel âge et puis quels sont ses buts et ses enjeux? Alors l'association Mosaïque, c'est d'abord une association qui sont transformées au regard de son impact et de ses résultats. L'association Mosaïque RH a eu pour vocation en fait d'aider des jeunes diplômés issus des quartiers populaires à retrouver un emploi et notamment un emploi à la hauteur de leurs compétences. Et donc on a fait ça pendant un certain nombre d'années et puis on s'est rendu compte que cette initiative pouvait grandir, pouvait changer d'échelle, mais surtout changer le système. Et pour changer le système, il nous fallait un nouvel outil et on a décidé d'évoluer et de se transformer en fondation. Et donc la fondation aujourd'hui, son objet, c'est de faire en sorte que chacune ou chacun puisse en fait trouver sa place dans le monde économique au regard de ses compétences. D'accord. Alors ça, c'est parti d'un constat. Il y a combien de temps tu as lancé la fondation? Alors moi j'ai créé, alors, en fait c'est passé en 3 temps. Ouais. Création de Mosaïque RH en 2008, création du projet de fondation qui était sous égide 2016, Mhm. et puis grande actu, depuis quelques temps, nous sommes une fondation actionnaire Oui, d'une entreprise je à voulais t'en mission. parler, la Fondation Actionnaire. Est-ce que tu peux nous développer justement cette actu-là? Alors nous, on s'est appuyé sur la loi Pacte, hein, qui a eu pour vocation aussi de réinterroger les statuts juridiques des entreprises. Et nous, on était en train d'osciller entre deux modèles, un modèle marchand au service de l'intérêt général. Et donc du coup, cette association, elle avait deux piliers. Sauf qu'une association, quand elle génère trop de chiffre d'affaires, pose des problèmes au regard de la fiscalité. Et donc on s'est dit, le plus simple, c'est d'amener en fait la partie commerciale, la prestation de service de l'association en structuration d'entreprise, et c'est devenu ensuite une entreprise à mission. Et le plus simple, c'est tout ce qui concerne le plaidoyer, la mobilisation, l'évangélisation, les expérimentations, l'innovation, eh bien ça puisse résider évidemment dans une logique de fondation. Et donc du coup, on a créé la première fondation actionnaire d'une entreprise à mission qui est actionnaire de cette entreprise à 100%. Et donc du coup, ce qui est très original, c'est qu'on continue à œuvrer, à lutter contre les discriminations à l'emploi, à innover en matière d'ouverture sociale, hein, dans les organisations publiques ou privées, mais ça permet aussi de réinventer les modèles économiques. On sait qu'il y avait une époque où l'État-providence était dominant. C'est un peu moins vrai. On est à 120% de taux d'endettement par rapport au PIB. Donc ça veut dire qu'il faut investir sur des nouvelles solutions, des nouveaux modèles. Et nous, on a trouvé que l'alchimie entre des prestations de services qui étaient rendues à des entreprises pouvait générer du résultat, qui pouvait être ensuite réinvesti sur de l'innovation, sur de l'employabilité, l'amélioration de l'employabilité des candidats, ou simplement expliquer le phénomène des discriminations et faire en sorte qu'on puisse réinventer en fait ce sujet-là. Et nous, on pense concrètement qu'on peut aujourd'hui éradiquer les discriminations à l'emploi en encourageant la Fondation à se développer au maximum et à travailler avec l'ensemble de ses parties prenantes. D'accord, très bien. Et justement, alors pour revenir sur le cœur de métier de la Fondation Mosaïque, c'est vraiment l'inclusion, notamment voilà, des jeunes, de banlieue, de périphérie, c'est ça. Et quels sont les retours d'expérience que tu as concrètement par rapport aux actions que vous menez? Alors, premier retour d'expérience extrêmement intéressant, c'est que finalement, le premier élément qui génère de la discrimination, c'est le CV en lui-même. D'accord. C'est-à-dire que si on voit les individus plus sur leur CV qui renvoient au lieu d'habitation, au système d'éducation dont a bénéficié le jeune, ou même tout simplement son origine sociale, Bien sûr. si on est capable de dépasser, d'aller au-delà du CV et de regarder finalement l'individu, ses qualités Ouais. intrinsèques, Ouais. ses motivations réelles, ses moteurs naturels, et ses champs d'aspiration, La si on notion de était capable compétence de... aussi, j'imagine. Ah, voilà, Avant donc tout. ça c'est l'individu, et puis ensuite ce qu'il sait faire ou ce qu'il est capable de faire. Si on est capable de mesurer ça, de le rationaliser, de le professionnaliser et de le mettre ensuite en lien direct par rapport à des profils de poste écrits d'une manière objective et pas subjective comme on l'a connu pendant un certain nombre d'années, hein, et bien derrière on peut organiser des rencontres heureuses qui sont complètement figées sur les motivations individuelles et pas forcément en fait des éléments subjectifs qui ont été beaucoup généralisés parce qu'on a voulu industrialiser le recrutement. Eh bien moi je pense qu'il faut peut-être revenir un peu en arrière et créer des rapports humains plus qualitatifs, pardon. Alors on peut imaginer du recul se dire c'est un travail de fourmi, herculien, que ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que toi, par rapport aux grands comptes, aux entreprises, comment ça réagit?
Alors, aujourd'hui, on a une surface d'expérience qui est très intéressante puisqu'on a quasiment travaillé avec plus de 80% des entreprises du CAC 40. D'accord. Donc, on a vu des champs d'activité différents, des modes de recrutement différents, des cultures d'entreprise complètement différentes. Ce que je constate, moi, aujourd'hui, c'est qu'on est en mutation en termes de managers. On a des managers d'une nouvelle génération Vous le voyez, qui vous sentez, n'ont plus peur de prendre des risques. c'est une nouvelle génération. Exactement. C'est ça. Ça, c'est quand même flagrant. Donc, à la tête de ces boîtes, on a des leaders qui disent « Ok, moi, je veux voir ma politique de ressources humaines changer. J'en ai marre, en fait, de voir en fait, des organisations de clones. Et je veux réinventer. Je veux donner plus d'espace sur des postes à responsabilité aux femmes. Je veux faire en sorte qu'on intègre mieux cette jeunesse et toutes les jeunesses. » Donc ça, c'est quand même des impulsions qui sont fortes d'un point de vue politique. Et puis après, il faut travailler avec les managers, avec les directions des ressources humaines d'une manière très opérationnelle. Et on a le temps en fait, de réapprendre, de se réinterroger, de tester. Et aujourd'hui, un des plus beaux succès que je note, c'est d'avoir fait bouger en fait, le secteur du conseil aujourd'hui, PwC, a clairement en fait, pris appui en fait, sur notre fondation pour réinterroger ces process. Ouais. Donc on a fait tout un travail de diagnostic. Ensuite, on a formé les managers et ensuite, on a monté une filière intégrée dédiée au recrutement inclusif. Et la bonne nouvelle, c'est que ce travail qui a montré ses fruits chez PwC, avec l'impulsion de Bernard Guénier, qui a été remarquable avec son associé Benjamin, souhaite aujourd'hui faire profiter de cette expérience à d'autres. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est plus un sujet où on va chercher à un moment donné à dire on est les meilleurs, on est les plus forts, et puis on reste leader sur le marché. C'est aussi faire bouger le secteur de l'audit aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est très intéressant. Alors, ce que tu dis, justement, je voudrais rebondir là-dessus sur l'aspect d'inclusion économique, évidemment, sur le marché du travail, mais aussi cette notion de diversité via des managers. Alors, peut-être une nouvelle culture, une nouvelle génération qui arrive au poste et qui peut favoriser ça, et aussi les démarches de la Fondation. Alors, au Sustain, évidemment, on est développement durable. Comment tu fais, toi, le lien entre justement cette inclusion économique, cette diversité et cette notion de sustain et de développement durable? Développement durable, c'est aussi la notion sociale. Sociale, ça renvoie forcément à l'homme. La place de l'homme dans la société et la manière dont on considère l'individu dans la société. Et nous, on considère que ce n'est pas une règle qui est des pauvres en fait, tout le long de l'année, que c'est normal de rester pauvre. Ce n'est pas une règle. D'ailleurs, on croit tous en un système économique qui permet l'émancipation, via la méritocratie, via l'ouverture sociale. Donc moi, c'est cette France qui me fait rêver. Sauf que cette France, aujourd'hui, elle est plus au rendez-vous de l'émergence en fait, de catégories sociales populaires sur des postes à responsabilité. Et donc, c'est cet axe-là qui m'intéresse en matière de développement durable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une force de travail, si on a des aptitudes et des capacités, on doit à un moment donné être inclus sur le marché du travail et qu'il est inadmissible de laisser perdurer en fait du chômage de longue durée sur ces populations-là. C'est un gâchis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer l'économie simplement avec une classe sociale ou une typologie en fait, d'individus. On a besoin d'intégrer tout le monde. Et ce qui est dingue, c'est que quand on regarde que le taux de chômage en banlieue aujourd'hui qui monte parfois à 40-45%, il y a des talents dans ces 45%. Ils n'ont juste pas la connexion avec le monde économique. Ils n'ont juste pas suffisamment confiance en eux à force d'avoir pris des coups. Ils n'ont juste peut-être pas forcément eu les bons arguments, les bonnes tactiques pour pouvoir rentrer dans les processus de recrutement classiques et d'être considérés au même niveau que les autres. Il faut se rendre compte qu'à compétence égale, un candidat qui habite ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville est obligé en fait, d'envoyer 4 CV pour 1. Et donc voilà, il y a aujourd'hui une discrimination territoriale, sociale, voire culturelle qui est confirmée. Et donc on ne peut pas, lorsqu'on s'appelle la nation française, laisser perdurer en fait ce phénomène. Alors le point de vue du côté de la Fondation Mosaïque, c'est de se dire, voilà, il y a cet état de fait, peut-être moins attendre de l'État-providence et effectivement ce tissu associatif aussi qui doit faire le job à sa place, ou c'est un peu caricatural? Non, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que quand on pense sur le côté décalé, eh bien on prend le temps de réfléchir, de monter des expérimentations. Et ça, je suis
déçu de constater que les pouvoirs publics, malheureusement, ne vont pas assez sur ce champ-là. On ne fait pas assez d'ingénierie, on ne fait pas assez d'innovation. On est dans des politiques publiques qu'on trace, et dès qu'on veut changer un peu ou mettre... c'est un état d'esprit, en fait. Il faut mobiliser l'écosystème, il faut y croire dans la durée. Et ça, forcément, on ne peut pas tout demander probablement au pouvoir public. Et donc du coup, il faut qu'il y ait des personnes de la société civile, des entreprises, des citoyens qui s'engagent pour que les choses un peu bougent, mais bougent au service des pouvoirs publics. Je te remercie beaucoup parce que voilà, la Fondation qui va bien au-delà d'un discours, tu l'as démontré avec des actions concrètes, des retours d'expérience et des témoignages très riches. Donc je te remercie beaucoup Saïd et je te dis à très bientôt au Sustain ou ailleurs, au Hub. Merci. Merci.